Bonjour chers étudiants, une nouvelle vidéo sur les fonctions et les applications. On a déjà vu la définition d'une fonction, on a vu des exemples fondamentaux, les fonctions trigonométriques et leurs réciproques. On continue, même dans cette vidéo, de parler des fonctions, mais cette fois je veux parler encore des fonctions, des autres types de fonctions, telles que la fonction exponentielle, logarithme et puissance. Mais avant de voir ces types d'exemples, je veux passer par la limite, la continuité et la dérivabilité des fonctions. Donc, je vous rappelle qu'est-ce qu'on a vu exactement dans les séances précédentes sur les fonctions. Voilà, donc on a parlé euh, d'une définition d'une fonction, c'est quoi? C'est une relation entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. La fonction est définie sur un ensemble de départ qui arrive en valeur dans un ensemble d'arrivée et qui possède une expression qui est associée à chaque x, à chaque élément de l'ensemble de départ, un élément de l'ensemble d'arrivée. On a parlé de domaine de définition, quand je peux parler de f de x, pour quelle valeur de x. On a donné de plusieurs exemples. Les fonctions trigonométriques ont été les exemples fondamentaux. On a parlé de la définition d'une fonction paire, un paire périodique, une fonction bornée, fonction monotone, même on a parlé de ça. La composée de deux fonctions, si on a deux fonctions f et g, c'est quoi? F rangé, f composé de f et g, c'est quoi la définition? Et j'ai parlé de l'application, une application bijective. C'est quoi la définition? Et des exemples des fonctions bijectives. Et les exemples fondamentaux, comme je viens de dire, ce sont les fonctions trigonométriques et leurs réciproques. Ici, on peut voir la courbe, par exemple, de la fonction sinus et sa fonction réciproque arcsine. Arccos aussi, c'est la fonction réciproque de la fonction cosinus. Vous pouvez voir ici la fonction cosinus et ici sa fonction réciproque. On a parlé de ça déjà. La fonction tangente aussi, voilà la fonction tangente, elle est bijective, elle réalise une bijection de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc avec pi toujours c'est 3,14 à peu près. Donc voilà, ça c'est la courbe de la fonction tangente et ça c'est sa fonction réciproque arctangente. Voilà, donc ici c'est un tableau qui illustre voilà la tangente, la fonction tangente, elle est bijective depuis demi puis demi à valeur dans r, sa fonction c'est arctangente. Cosinus de 0 pi vers moins 1, sa fonction réciproque est arc cos. Sinus définie sur moins pi demi. Elle est définie sur tout R, mais quand je peux voir sinus bijective, lorsque je considère l'ensemble de départ moins pi demi, et l'ensemble d'arrivée c'est moins 1. Sa fonction réciproque, c'est arc-sin. Et voilà, ici, c'est la fonction logarithme népérien. Je veux parler de cette fonction logarithme népérien dans cette séance et sa fonction réciproque exponentielle. Donc voilà, on continue maintenant sur les fonctions, la notion de limite. On va aborder la notion de limite. La limite d'une fonction, c'est quoi la définition et pourquoi parler des limites? Tout d'abord, je vais commencer par expliquer ce symbole. Le symbole, la limite quand x tend vers. Par exemple, 2. Ça signifie quoi ce symbole? La limite quand x tend vers 2. C'est-à-dire, on va considérer un réel x assez proche de 2. Il se peut que x égale à 2 exactement, ou bien x égale à 2,0000001, ou bien encore que x égale 1,9999999. Par exemple, l'essentiel x est assez proche de 2. Donc, ce symbole signifie que x est très proche de 2. La limite quand x tend vers 2. La limite quand x tend vers un point A alors, pour A fixé, A est un réel, signifie quoi? C'est-à-dire on va considérer x, peut-être A exactement, mais peut-être aussi x proche de A dans le sens plus grand que A strictement, mais très proche de A. Ou bien strictement inférieur à A, mais très proche de A. Voilà donc pour ceci, pour ce symbole, la limite. Maintenant, si je veux ajouter ici une expression, la limite quand x tend vers A de 1 plus x. Voilà, j'ai ajouté une expression. Donc, je considère x très proche de 1 et je vais étudier la valeur de 1 plus x. Par exemple, si je considère a égale à 2, donc je m'intéresse à la limite quand x tend vers 2 de 1 plus x. C'est-à-dire, x est assez proche de 2, très proche de 2. À quoi est égal 1 plus x. Donc, certainement, si x est à peu près égal à 2, 1 plus x va être à peu près égal à 3. Donc, on va dire quoi?
la limite quand x tend vers 2 de 1 plus x égale 3. C'est-à-dire, lorsque x est assez proche de 2, 1 plus x est assez proche de 3. Encore un autre exemple. Si je considère, par exemple, cette expression, la limite quand x tend vers de 0, de quoi? De 1 plus x au carré. C'est-à-dire, lorsque x à peu près égale 0, 1 plus x carré égale à combien? Si je considère x à peu près égale à 0, 1 plus x au carré égale à quoi? Bien sûr, si x est à peu près égal à 0, x carré va être à peu près 0. Et donc, la somme va être égale à 1. Donc, on peut dire la limite quand x tend vers 0 de 1 plus x carré égale à 1. Regardez maintenant cet exemple. Si je considère la limite quand x tend vers 0 de combien? De 1 moins x au carré, x carré moins 2x plus 1. Et je vous demande de déterminer la limite de cette expression quand x tend vers 0. Donc, vous allez essayer de déterminer la limite, c'est-à-dire, on va prendre x, un réel très proche de 0, x un réel très proche de 0, et on va chercher cette expression vaut combien, à peu près combien. Ici, si on va chercher la limite de numérateur directement, on va trouver le numérateur tend vers 1. Donc, si x tend vers 0, 2x, c'est à peu près 0, x carré, encore 0, 0 moins 0 plus 1, donc ça fait 1. Le dénominateur maintenant, si x est à peu près 0, 1 moins x carré, à peu près égal à 1, donc on va dire, cette expression tend vers 1, celle-là tend vers 1, et donc le résultat, 1 sur 1, ça fait 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de x carré moins 2x plus 1 sur 1 moins x carré, ça fait 1. Prenons un autre exemple. Si je m'intéresse par exemple à la limite quand x tend vers, disons, 0, de l'expression suivante, l'expression 3. Voilà. Donc la limite, je m'intéresse à cette expression lorsque x s'approche de 0, lorsque x ici proche de 0. Mais on peut remarquer que cette expression ne contient pas x, donc 3, ça reste toujours 3. Si je change le x, ça reste toujours 3. Donc même si x tend vers 0, ça reste 3. Donc ici, c'est toujours 3. Donc, puisque l'expression ne dépend pas de x très proche de 0, 3, ça reste 3. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 de 3 fois x. Voilà cette expression. Maintenant, 3 fois x. Maintenant, je peux remarquer que si x est très proche de 0, presque 0, alors 3 fois un réel presque nul, c'est presque nul encore. Tout ça, maintenant, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. Donc, lorsque x très proche de 0, 3x très proche de 0. Et donc, on peut dire la limite quand x tend vers 0 de 3x est égal à 0. Donc, vous voyez la définition de la limite. Maintenant, je vais parler de ce symbole, encore de la limite, mais cette fois, on va considérer la limite quand x tend vers 2 mois. Signifie quoi la limite quand x tend vers 2 mois? Ou bien encore, on peut écrire comme ça. La limite quand x tend vers 2 strictement inférieur à 2. C'est-à-dire la limite quand x tend vers 2, on dit par valeur inférieure. Ou bien la limite quand x tend vers 2 mois. Signifie quoi? Quand x c'est assez proche de 2, mais x doit être strictement inférieur à 2. C'est-à-dire, on peut considérer x égale 1,99999 ou bien x égale 1,99998. Donc, l'essentiel x très proche de 2, mais strictement inférieur à 2. Si ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, notre x est ici. Strictement inférieur à 2, mais proche de 2. Donc, ici, au voisinage de 2 mois, c'est-à-dire tend vers 2, mais par valeur inférieure. Donc, c'est ça la définition de la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure, ou bien on dit que la limite quand x tend vers 2 mois, ou encore on peut dire la limite quand x tend vers 2 à gauche. Donc, voilà, ici, à gauche de 2. Signifie quoi? Voilà,
Par exemple, je vous donne un exemple, x plus 1. Voilà, juste la limite quand x tend vers 2 moins de x plus 1. Bon, x, vous voyez ici, x très proche de 2, mais strictement inférieur à 2. Mais ça reste toujours x très proche de 2. Donc, x plus 1, la somme, ça fait très proche de 3. Donc, on peut écrire comme ça. La limite quand x tend vers 2 moins de x plus 1 égale à 3. Donc, si x très proche de 2, strictement inférieur à 2, mais très 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 proche de 2, la limite quand x tend vers 2 moins de x plus 1, ça fait 3. Je donne un autre exemple maintenant. Si je considère la valeur absolue de x sur x et je veux déterminer la limite quand x tend vers 0 moins. C'est-à-dire quoi x tend vers 0 moins? C'est-à-dire x assez proche de 0, mais x est comment? Strictement inférieur à 0. Donc, on peut dire que x est comment? Est négative. Voilà, x est négatif. X tend vers 0 moins, c'est-à-dire x est très proche de 0, peut-être moins 0,00001. Voilà, c'est si proche de 0, mais il est un réel strictement négatif. Et on veut chercher la limite de cette expression. Comment faire? Puisque x est négative là, la valeur absolue d'un réel négatif, la valeur absolue de moins 2, vous savez, c'est 2. La valeur absolue de moins 3, vous savez, c'est 3. Donc, la valeur absolue de x, c'est quoi? C'est moins x. C'est l'opposé de x. La valeur absolue d'un réel négatif, moins 2, c'est son opposé, 2. La valeur absolue de moins 3, c'est son opposé, moins 3. La valeur absolue de moins 4, c'est combien? C'est moins 4, qui est 4. Donc, toujours, la valeur absolue d'un réel positif, c'est lui-même, vous savez ça. La valeur absolue d'un réel négatif, c'est son opposé, moins x. Donc voilà, puisque x tend vers 0 moins, c'est-à-dire x tend vers 0, mais x est strictement inférieur à 0. Donc x est négatif et donc la valeur absolue de x est moins x. Je divise par x toujours. Donc je cherche la limite quand x tend vers 0 moins de quoi? Moins x sur x. Mais vous pouvez remarquer que je peux simplifier. X sur x, ça fait 1. Donc la limite quand x tend vers 0 moins de quoi? De moins 1 finalement. Mais je peux dire que ici, dans cette expression, est-ce que vous voyez un x? Si s'approche de 0, moins 1, ça reste toujours moins 1. Et donc, le résultat, c'est moins 1. La limite quand x tend vers 0 moins de moins 1 est égale à moins 1. Donc, je peux dire que la limite à gauche en 0 de l'expression égale à quoi? Égale à moins 1. De la même façon, on peut définir la limite à droite maintenant. Voilà, donc je pars de la limite quand x tend vers, par exemple, 4 plus. C'est-à-dire quoi? X très proche de 4, mais x est strictement supérieur à 4. Dans cette expression, c'est-à-dire on veut considérer, par exemple, x tend vers 4 plus, c'est-à-dire quoi? X, par exemple, égale 4,000001. Donc, x est très très proche de 4, mais elle est strictement supérieure à 4. Donc, voilà, on utilise ce symbole. La limite quand x tend vers 4 plus. Ou bien encore, on dit la limite euh, quand x tend vers 4 par valeur supérieure. Ou encore, on dit la limite quand x tend vers 4 à droite. Pourquoi on dit à droite? Parce que voilà, ça c'est 0, 1, 2, 3 et ça c'est 4. Les valeurs 4 plus signifient quoi? Ici, un réel x très proche de 4 mais strictement supérieur à 4. X tend vers 4 plus. Maintenant, la limite quand x tend vers 4 plus de cette expression, par exemple, 2x moins 1 sur 4x, quoi égal? Donc, x est supérieur à 4, mais très très proche de 4. On peut dire ça, c'est très très proche de 8. 8 moins 1, ça fait 7. Donc, le numérateur est très proche de 7. Divisé par, ici, x est très proche de 4. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, le résultat est à peu près 7 sur 16. Et on peut dire alors la limite quand x tend vers 4 plus de 2x moins 1 sur 4x égale 7 sur 16.
Et la limite quand x tend vers 4 moins, c'est-à-dire si x très proche de 4, mais strictement inférieur à 4. Ici, ça va pas changer parce que même x strictement inférieur à 4, mais très proche de 4, tout ça, ça reste toujours à peu près 8. Quelque chose très proche de 8, mais inférieur à 8, mais ça reste toujours très proche de 8. Donc, tout ça est très proche de 7. Donc, 2x moins 1 sur 4x. Le résultat, numérateur très proche de 7, dénominateur très proche de 4 fois un réel très proche de 4. Donc, ça fait encore 16. Et donc, on peut dire que maintenant, dans cette expression, la limite à droite de cette expression égale la limite à gauche. Si je reprends l'exemple, toujours l'expression x sur, voilà, la valeur absolue de x sur x, et je m'intéresse à la limite quand x tend vers 0 plus cette fois. Donc, lorsque je dis x tend vers 0 plus, c'est-à-dire quoi? X proche de 0, mais x, elle est comment? Strictement supérieure à 0. Elle est plus grande que 0. C'est ça la définition de la limite à droite. Donc, maintenant, puisque x est positive, la valeur absolue de x égale à x. Car x positive, donc la valeur absolue de x égale à quoi? C'est lui-même. Donc, la valeur absolue de x égale à x. Divisé par x sur x, ça fait 1. Et donc, je vais trouver la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de la constante 1. Et donc, vous voyez, la constante 1 ne dépend pas de x et donc la limite est égale à 1. Donc, on peut remarquer que même cette expression-là, au contraire cas précédent, ici la limite, lorsqu'on a passé à la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire très proche de 0 mais strictement supérieur à 0, on a trouvé 1. Et la limite quand x tend vers 0 moins, la même expression, lorsque x est strictement inférieur à 0, on a trouvé moins 1. Donc, ici, on dit que la limite à droite est différente à la limite à gauche. Donc, finalement, on a parlé de la limite quand x tend vers un point A d'une expression qui dépend de x, d'une fonction f de x. La limite à droite et la limite à gauche de la même fonction. On peut parler de la limite à droite, on peut parler de la limite à gauche. Quand je peux parler de la limite directement, lorsque la limite à droite égale la limite à gauche. Donc, lorsque la limite quand x tend vers a plus égale 1 réel, et la limite quand x tend vers 1 moins égale encore le même réel, dans ce cas, je peux dire que la limite tout simplement égale à elle. Lorsque ça ne dépend pas de la valeur de x tend vers a par valeur supérieure ou bien valeur inférieure, c'est la même chose. Dans ce cas, j'écris comme ça. Lorsque l'expression f de x, sa limite est différente, lorsque x tend vers a+, ça donne une première limite, et lorsque x tend vers a-, ça donne une deuxième limite. Donc, je peux pas écrire la limite quand x tend vers de f de x à quoi est égal. Je peux pas parler de ça. Je dois parler uniquement de la limite à droite et la limite à gauche. Dans le cas où les deux limites sont égales, dans ce cas, je peux parler de la limite quand x tend vers a de f de x, tout simplement. Une remarque importante pour les limites est la suivante. Si je m'intéresse par exemple à la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x. Donc, lorsque x est si proche de 0, je cherche sur x. Ici, ça dépend. Si x égale 0,00001, c'est-à-dire x tend vers 0 par valeur supérieure, mais x strictement supérieur à 0. Donc, x tend vers 0 plus. Si on a un réel, 1 sur 0 plus, imaginez qu'on a 1 sur 0,0001. Même si vous utilisez la calculatrice pour calculer ce chiffre, vous allez trouver un chiffre très, 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 très grand. Donc, on va dire que la limite quand x tend vers 0 plus là, lorsque x est tend vers 0 par valeur supérieure, égale un chiffre très, 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 très grand. Bien sûr, à chaque fois, on approche encore x vers 0, par exemple 0,0000000, on va obtenir un chiffre très très grand. Donc 1 sur x sera plus grand. À chaque fois, j'approche x vers 0 plus, 1 sur x sera de plus en plus grand. Donc on dit que la limite
quand x tend vers 0 plus de 1 sur x égale à plus l'infini. À chaque fois j'approche x vers 0 par valeur supérieure, je trouve un réel très très grand positif et on note ça plus l'infini pour dire que c'est un réel très très grand. Donc je peux pas contrôler. Pourquoi? Parce que à chaque fois j'approche x vers 0, le réel sera plus grand. Si maintenant je tends x vers 0 moins, c'est-à-dire x c'est un réel négatif mais très proche de 0. Bien sûr, vous savez que le rapport d'un réel positif divisé par un réel négatif, ça sera un réel négatif. Donc, positif sur négatif, ça donne négatif. Mais toujours lorsque x est très 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 petit, proche de 0, 1 sur 0 sera un réel très grand mais négatif et on note ça moins l'infini. Donc, par convention, on prend la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x égale à moins l'infini. En utilisant ça, on peut par exemple maintenant calculer la limite quand x tend vers 0 plus de 2x plus 1 sur x carré. Donc, on veut déterminer la limite lorsque x s'approche de 0 par valeur supérieure, 0 plus, donc à droite, de cette expression. On peut voir ici que le numérateur, ça tend vers où le numérateur? Quand x s'approche vers 0 plus, ça tend vers 1. Et ceci, ça tend vers 0 plus. Et 1 sur 0 plus, ça donne 0 plus, on a dit par convention, c'est plus l'infini. Donc, on a trouvé la limite quand x tend vers 0 plus. Maintenant, si je m'intéresse à la limite quand x tend vers 0 moins, de 2x plus 1 sur x carré. Ici, je m'intéresse à la limite à gauche cette fois. X tend vers 0, mais x est strictement négatif. Ici, 2x plus 1, le numérateur toujours tend vers 1. Le dénominateur maintenant, x est négatif, mais son carré est positif certainement. X très proche de 0, x est négatif, mais au carré, ça sera positif. Et puisque c'est positif et très proche de 0, donc ça, c'est 0 plus. Et on retrouve plus l'infini. Donc, vous pouvez remarquer que pour cette expression, on a trouvé que la limite à droite égale la limite à gauche, et donc on peut dire la limite quand x tend vers 0 de cette expression égale toujours plus l'infini. Voilà un autre exemple. Maintenant, la limite quand x tend vers 1, je cherche si la limite donc x tend vers 1, de quoi? X moins 1 divisé par x carré moins 2x plus 1. On cherche la limite de cette expression. Alors, regardez, pour cet exemple, si je tends x vers 1, x moins 1, donc si x très proche de 1, x moins 1, ça sera très proche de 0. Et x carré, ça s'approche de 1. 2x très proche de 2. Ça, c'est un constant, donc ça fait 1 moins 2 plus 1. Mais 1 moins 2 plus 1, c'est encore 0. Je trouve 0 sur 0. Donc, 0 sur 0, je peux pas calculer cette limite. Il y en a encore deux expressions dont on peut pas calculer ou bien on peut pas préciser quoi est égal la limite. On appelle ces formes les formes indéterminées. Donc, je vais vous démontrer quelques exemples de formes indéterminées. Par exemple, lorsque j'ai somme, je trouve plus l'infini moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini, ça, c'est une forme indéterminée. Ou encore, lorsque je trouve l'infini divisé par l'infini, l'infini divisé par l'infini, c'est encore une forme indéterminée. Je dois enlever l'indéterminé pour savoir la limite. Ou bien 0 sur 0. Encore, c'est une forme indéterminée. 0 fois l'infini. 1 à la puissance l'infini, ou bien 0 à la puissance 0, ou bien plus l'infini à la puissance 0. Donc, lorsqu'on trouve l'une des formes suivantes, on dit que c'est une forme indéterminée, il faut faire des simplifications pour enlever l'indéterminé. Par exemple, si je considère cette expression x cube sur x carré, par exemple, je donne juste un exemple. Lorsque x tend vers 0, que ce soit 0 plus ou bien 0 moins,
va voir qu'il n'y a pas, il n'y a pas une différence parce qu'on va trouver le même résultat. X au cube sur x carré. Si je passe directement la limite, x au cube, ça tend vers 0, x carré, ça tend vers 0, je trouve une forme indéterminée 0 sur 0. Et donc, je dois faire des simplifications avant le passage à la limite. Donc, je simplifie cette expression. X au cube divisé par x carré. Je simplifie, ça fait x tout simplement, x3 moins 2. Donc, c'est x à la puissance 1, donc c'est x. Donc, x au cube divisé par x carré est égal à x. Et donc, tout ça est égal à x. Voilà, je simplifie l'expression, j'ai enlevé l'indéterminé. Maintenant, lorsque x est proche de 0, l'expression x, c'est proche de quoi? De 0. Voilà, la limite quand x tend vers 0 de x égale 0. Voilà. Un autre exemple, comment on peut trouver une forme indéterminée. Par exemple, si j'ai l'expression suivante, x moins 1, x carré moins 2x plus 1. Et je tends x vers 1 cette fois. Regardez, je veux tendre x vers 1, c'est-à-dire x est très 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 proche de 1. Si on n'a pas trouvé la limite, donc on va voir si on va trouver une forme indéterminée ou pas. X moins 1, si x tend vers 1, x moins 1, ça tend vers 0. Donc tout ça tend vers 0. Et ceci, le numérateur, si x tend vers 1, donc ça tend vers 1, moins 2, plus 1, ça tend vers 0 encore. Et donc, je vais trouver la forme indéterminée, 0 sur 0. Comment faire alors? Il faut essayer de simplifier cette expression. Voilà, avant le passage à la limite, je dis x carré moins 2x plus 1. Est-ce que je peux simplifier ça? Oui, en fait. Pourquoi? Parce que le numérateur, il s'écrit comment? En fait, le numérateur, c'est n'est autre que x moins 1 carré. Vous savez que x moins 1 carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Et donc, en simplifiant, x moins 1 carré divisé par x moins 1, ça sera x moins 1 tout simplement. Donc, j'ai travaillé sur cette expression, je l'ai simplifiée pour trouver tout simplement x moins 1. Et d'où maintenant, je dis la limite quand x tend vers 1 de x carré moins 2x plus 1 sur x moins 1 égale la limite quand x tend vers 1, cette expression, ça y est, j'ai trouvé une simplification. La limite quand x tend vers 1 de x moins 1, et ça s'approche de quoi? Lorsque x s'approche de 1, x moins 1 s'approche de 0. Voilà, j'ai trouvé la limite. Et par exemple, on a une fonction f dont on possède la courbe, comme la suivante. Ici, j'ai une fonction f de x. J'ai pas l'expression, mais je peux voir ici le graphe en vert, la courbe de f. Donc, je m'intéresse à la limite quand x tend vers 1 de f de x. Ici, qu'est-ce que je dois voir? Lorsque x est proche de 1. Donc, x est proche de 1. Voilà le 1, donc x est là. À quoi est égal f de x? Voilà, ça c'est l'image. Voilà, ce point-là. Je peux voir que si x est proche de 1, f de x, elle est où? Au voisinage de moins 6. Donc, je dis lorsque x s'approche de 1, f de x s'approche de quoi? De moins 6 d'après le graphe. Encore, si par exemple j'approche x vers moins 1, si j'approche x vers moins 1, f de x s'approche de quoi? Regardez, x si proche de moins 1, donc x est là. F de x égale à où? Voilà, vous voyez la courbe en verte, elle traverse l'axe des abscisses, donc f de x égale à 0. Comme ça, je peux déterminer, par exemple, si x au voisinage de 2, voilà, la valeur est ici, c'est proche de cette valeur. Ainsi de suite, on peut déterminer la limite de f lorsque x tend vers un point A. Considérons maintenant cet exemple. Voilà la courbe d'une autre fonction f et vous pouvez voir ici que la fonction n'est pas définie en moins 2. On ne peut pas voir la valeur de f au point moins 2 ou bien au point 2. Je ne peux pas voir la valeur de f au point 2. Mais je peux parler de la limite lorsque x tend vers 2, de f de x. Ici, je m'intéresse pas à la valeur de f au point 2 exactement, mais lorsque x est proche de 2. Alors, je peux voir ici, ça c'est 2, et donc si x proche de 2, ici ou bien là. Donc, tout dépend de la valeur de x. Est-ce qu'elle est supérieure à 2, donc ici je parle de la droite, la limite à droite de plus, ou bien x strictement inférieur à 2. Donc, ici je dois discuter parce que je vois deux courbes. L'une lorsque x est plus grand que 2, l'autre lorsque x est inférieur à 2. Et donc, lorsque x
tend vers 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire je m'intéresse à ces valeurs. X proche de 2 est strictement supérieur à 2. La courbe, elle est où? Les valeurs sont assez grandes. Donc, on dit, d'après la courbe, que lorsque X s'approche de 2, la valeur de X sera de plus en plus grande. Donc, c'est égal à quoi la limite? C'est l'infini. C'est plus l'infini, c'est positif. Donc, vous voyez ici, la courbe sera de plus en plus grande chaque fois que X s'approche vers 2 par valeur supérieure. Maintenant, si je m'intéresse à la valeur de f de x, la limite de f de x, quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire par valeur inférieure x ici, inférieure à 2, mais proche de 2. Voilà la courbe de f. Donc, à chaque fois, j'approche x vers 2, à chaque fois, la courbe diminue encore et encore. Donc, je dis la limite égale à moins l'infini. Donc, on peut voir ici que la limite, vous voyez d'après la courbe. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 2 plus, f de x tend vers plus l'infini. Et lorsque x tend vers 2 moins, f de x tend vers moins l'infini. Examinons maintenant la limite au point moins 2. Voilà le point moins 2 lorsque x maintenant s'approche de moins 2. Et on cherche la limite f de x. On va voir si la limite à droite égale la limite à gauche. Voilà, je m'intéresse à x tend vers moins 2 plus, c'est-à-dire par valeur supérieure. X très proche de moins 2, mais strictement supérieur à moins 2. Alors, f de x est comment? À chaque fois j'approche x vers moins 2, à chaque fois f de x augmente. Donc, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, ça tend vers plus l'infini. Et si x tend vers moins 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire quoi? Lorsque x proche de moins 2, mais par valeur inférieure à moins 2. Où est la courbe? Elle est là. Donc, à chaque fois, j'approche x vers moins 2, f de x diminue. Donc, ça tend vers, f de x tend vers quoi? Ça tend vers moins l'infini. Voilà une autre courbe et donc encore une autre fonction. Et ça, c'est la courbe en rouge, c'est la courbe de la fonction f. Et donc, je m'intéresse par exemple à la limite quand x tend vers 1 de f de x. Voilà. La valeur x ici, voilà, vous voyez l'axe des x. X très proche de 1. X très proche de 1. Ça, c'est le 1. Donc, x très proche de 1, c'est-à-dire soit par valeur supérieure, c'est-à-dire ici, soit par valeur inférieure, c'est-à-dire là. Et donc, on va considérer le premier cas. Si je considère x tend vers 1 par valeur supérieure, la limite à droite, on peut dire, de f de x. Donc, si x est là, où est f de x? Elle est là. Et donc, vous voyez, à chaque fois x s'approche de 1, de plus en plus, f augmente. Et donc, la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure est égale à plus l'infini. Cette fois, on va étudier la limite quand x tend vers par valeur inférieure. La limite à gauche au voisinage de 1 égale à quoi? C'est-à-dire x ici, inférieur à 1. Où est la courbe pour x inférieur à 1? Elle est là. Alors, lorsque x s'approche de plus en plus vers f de x diminue de plus en plus. Donc, la limite quand x tend vers 1 de f de x par valeur inférieure égale à moins l'infini. Ici, la limite à droite différente de la limite à gauche au voisinage de 1. Cherchons maintenant la limite. Voilà, je m'intéresse maintenant à la limite de f, mais lorsque x s'approche de 0. Voilà, je m'intéresse maintenant à la limite lorsque x s'approche de 0. Donc voilà, je m'intéresse à la limite quand x tend vers 0 de f de x. Je vais étudier le premier cas lorsque x tend vers 0 plus. Où est 0 plus? C'est-à-dire x proche de 0 mais strictement supérieur à 0. Voilà. À chaque fois j'approche x vers 0, f de x où est où? Elle est là. Donc f de x est où? En moins 1. Lorsque x s'approche de 0, f de x s'approche vers moins 1. Lorsque j'approche x vers 0, f de x s'approche vers moins 1. Donc, la limite à droite de f de x au voisinage de 0 est égale à moins 1. Maintenant, je considère la limite à gauche. La limite à gauche, c'est-à-dire je m'intéresse à la limite quand x tend vers 0, moins, c'est-à-dire x tend vers 0, mais x est strictement inférieur à 0. Donc, d'après la courbe, je suis là. Voilà, x proche de 0, mais x inférieur à 0. Voilà l'axe des x. Et donc, je m'intéresse à f de x. Voilà f de x ici. À chaque fois, j'approche x vers 0 moins,
À chaque fois, la courbe s'approche vers moins 1. Donc aussi, donc lorsque x est là si proche de 0, f de x est proche de moins 1. Donc même ici, la limite égale à moins 1. Et puisque la limite à gauche égale la limite à droite, donc je peux dire tout simple, la limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est égal à moins 1. Voilà notre exemple pour une courbe d'une fonction f. Comme vous pouvez voir ici, voilà, en bleu, c'est la courbe de la fonction f. Et je m'intéresse cette fois à la limite lorsque x s'approche de 2 de f de x. Donc ça, c'est x égale à 2. Donc vous voyez, on a une courbe lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, voilà la courbe, et une autre courbe lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Et donc je dois discuter. Donc si x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire x proche de 2 mais x strictement inférieur à 2, x est là, voilà la courbe. Donc à chaque fois, j'approche x vers 2 par valeur inférieure, de x s'approche vers ce point, qui est quoi? Qui est 1. Donc, je peux dire que la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x égale à quoi? S'approche vers 1, donc égal à 1. Et maintenant, si x tend vers 2 par valeur supérieure, la limite à droite, donc cette fois, je m'intéresse à x proche de 2, mais x tend vers 2 par valeur supérieure, x strictement supérieur à 2. Où sont les valeurs de f de x? Les voilà. Donc, à chaque fois, j'approche x vers 2, f de x s'approche vers cette valeur qui est cette fois moins 2. Et donc, on peut dire que la limite à droite différente de la limite à gauche. Mais ici, remarquez quelque chose que cette fois, le point 2 existe. F au point 2 égale à quoi? Vous voyez ici, c'est un demi-cercle ouvert comme ça. C'est-à-dire, c'est pas ça la valeur de f au point 2, mais celle-là, c'est un cercle ici fermé. Donc, f de 2, c'est cette valeur-là qui est moins 2. Ici, f de 2 égale à moins 2. Donc, je peux dire que la limite à gauche de f de x au voisinage de 2 est égale à 1. Donc, c'est différent de f de 2. Parce que f de 2 égale à moins 2, c'est la limite à gauche ici, et la limite à droite qui est égale à la valeur f de 2. Ici, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fonction f? On peut dire que la fonction f, alors, est continue au point 2. Vous voyez, la courbe est continue ici, continue, continue, continue. Lorsque x de 0 jusqu'à 2, la courbe, elle est continue. Mais point 2, il y en a un point de discontinuité. Ça, c'est un point de discontinuité. Et puis, on retrouve une fonction continue ou bien une courbe continue. Donc, pour cette fonction, je peux dire que cette fonction est continue sur quoi? Sur l'intervalle 0, 2. Il n'y a pas de continuité au point 2. Donc, c'est sur 0 jusqu'à plus l'infini. Uniquement, on a le privé de 2. Parce qu'on a un point de discontinuité au voisinage de 2. Donc, au voisinage de 1, est-ce que cette fonction est continue? Oui, regardez au voisinage de 1. Lorsque x s'approche de 1. Ici, lorsque x proche de 1. Ici. La courbe, elle est continue. La limite à droite égale la limite à gauche, que ce soit x tend vers 1 par valeur supérieure ou bien x tend vers 1 par valeur inférieure, toujours la valeur est elle-même. Voilà la valeur, c'est elle-même. Ça, c'est f de 1. Est-ce que f au point 1 demi, par exemple, est continue? Oui, voyons. Ça, c'est la courbe au point 1 demi. Elle est continue, que ce soit x s'approche vers 1 demi par valeur supérieure ou bien x s'approche vers 1 demi vers valeur inférieure, on va tomber sur la même valeur. Ça, c'est f de 1 demi. Mais pour le point 2, c'est différent. Si j'approche x vers 2 par valeur supérieure, je trouve ce point qui est moins 2. Mais si j'approche x vers moins 2 par valeur inférieure, je trouve ce point-là qui est 1 qui sont différents. Donc, c'est quoi la définition d'une fonction continue? Voilà la définition. Une fonction est dite continue. Donc, elle est continue si on considère f, bien sûr, une fonction x0 un réel. On dit que f est continu au point x0, c'est quoi? Si la limite de f quand x s'approche de x0 égale la valeur de f en x0. C'est-à-dire la limite à droite
égale la limite à gauche égale la valeur de f au point x0. Sinon, si la limite à droite est différente de la limite à gauche, on dit que f est discontinu ou bien que f n'est pas continu au point x0. Voilà pour les courbes d'une fonction continue. On peut remarquer que la courbe d'une fonction continue, c'est quelque chose comme ça. Donc, on a une courbe toujours continue. Mais pour la fonction qui possède un point de discontinuité, on va voir quelque chose comme ça. Voilà. Ça, on dit que cette fonction, elle est continue, sauf en ce point-là. Pour ce point-là, on a un point de discontinuité. Pourquoi? Parce que les valeurs de f ont x0 moins, ici, lorsque x tend vers x0 moins, f de x, différent de la limite de f lorsque x tend vers x0 par valeur supérieure. Ça, c'est un point de discontinuité. Donc, même d'après le graphe, je peux voir si la fonction f est continue ou pas. Donc, par exemple, comme j'ai bien dit, pour cette courbe-là, je peux dire que f est continue en tout point, sauf au point 2. Le point 2 est un point de discontinuité. Alors, regardons celle-là, par exemple, cette courbe. Voilà la courbe suivante qu'on a déjà étudiée. Cette fonction dont la courbe est en vert, on peut dire que cette courbe est toujours continue. Elle ne possède pas de point de discontinuité, donc cette fonction est toujours continue. Passons maintenant à la notion de dérivabilité d'une fonction. Qu'est-ce qu'une fonction dérivable? Ou bien c'est quoi la notion de dérivée? C'est quoi la dérivée d'une fonction? Avant de donner la définition, je veux vous donner un exemple simple. Imaginez qu'on a une voiture ou bien un véhicule d'une façon générale qui, à l'instant t égale 0 ou point 0. Donc, à l'instant t égale à 1, elle a fait 2 km. À l'instant t égale à 2, elle a fait 4 km. Donc ici, à l'instant t égale à 1, elle a fait 2 km. À l'instant t égale à 2, elle a fait 4 km, pardon. À l'instant t égale 3, on peut dire t égale 3, c'est-à-dire 3 heures, peut-être 3 heures. Après 3 heures, elle a fait combien de kilomètres? Elle a fait 6 kilomètres. Et donc voilà euh, comment tracer la courbe. Ça, c'est la position de la voiture à l'instant T. Donc, f de t, c'est la position de la voiture à l'instant t. Donc, bien sûr, ma fonction f définit de r plus vers r plus. Je peux pas parler des instants négatifs à l'instant moins 1. Donc, l'ensemble de départ, c'est r plus. Les instants, à l'instant t égale 0, un demi, en un demi-heure, en une demi-heure, la voiture, elle est où? Ou bien en un quart d'heure, la voiture, elle a fait combien de kilomètres, ainsi de suite. Donc, on peut voir ici ça, l'instant t, et ça, le nombre de kilomètres. Et donc, je peux voir la courbe, elle fait comme ça. C'est une droite finalement. Et je veux calculer, je pose la question, à quoi est égale la vitesse de cette voiture? Donc, comment savoir la vitesse de cette voiture? Si je te dis que à l'instant t égale à 1, elle a fait 2 km, à l'instant t égale à 2, elle a fait 4 km, et à l'instant t égale à 3, elle a fait 6 km, ainsi de suite. Comment calculer la vitesse? Bon, la vitesse, vous savez, c'est la position, variation de la position. Donc, j'écris comme ça, la vitesse, c'est la variation de la position, divisé par la variation de la temps. Elle a varié combien par rapport au temps? Donc, je peux dire variation de position, c'est-à-dire par exemple de 1 à 2. Du kilomètre 1 à kilomètre 2, elle a varié combien? Ça fait 4 moins 2, 4 moins 2, divisé par la différence de position, divisé par différence de temps. Donc, 2 moins 1. Donc, on peut dire que la variation comment? F de 2
la position à l'instant 2, la position à l'instant 2, moins la position à l'instant 1, donc c'est la variation de la position, divisé par la variation de temps, c'est-à-dire 2 moins 1. Et on peut calculer ça, bien sûr, 4 moins 2, ça fait 2, 2 moins 1, ça fait 1, et on va dire la vitesse, c'est 2 km par instant. Bien sûr, l'instant peut être 1 heure, hein, bien sûr. À l'instant t égale à, peut-être je considère, c'est l'heure, c'est plus raisonnable. Donc, dans 1 heure, elle a fait 2 km. Dans 2 heures, elle a fait 4 km. Dans 3 heures, elle a fait 6 km. Et c'est clair que la vitesse égale 2 km par heure. Donc, vous voyez, c'est quoi la vitesse? C'est variation de f divisé par variation de t. Si maintenant, ici, pour cette voiture, la vitesse est constante. Donc, on varie de la même manière. Imaginez que je t'ai donné maintenant, voilà, toujours, on a une voiture qui circule. Et à l'instant t égale à 0, elle a commencé par 0, elle a augmenté et elle s'arrête, cette voiture, elle s'arrête à un instant t bien déterminé. Ici, par exemple, elle s'arrête et puis elle recule, cette voiture, elle recule et puis elle avance encore une fois, elle recule et elle avance avec une vitesse très très importante. Regardez. Donc ici, je veux déterminer, la vitesse, c'est pas une constante. Pour déterminer la vitesse, ici, on parle de la vitesse instantanée. Comment parler de la vitesse instantanée? Par exemple, à l'instant ici, t 0, je veux déterminer la vitesse en ce point-là. C'est-à-dire quoi en ce point-là? C'est-à-dire, je considère la variation. Ici, c'est pas une droite pour déterminer la pente. Mais si je fais un zoom sur ce point-là, je peux voir que la courbe ici, comme si c'est une droite. C'est pas exactement une droite, mais comme si c'est une droite. Si je suis au voisinage de ce point-là. Alors, je fais quoi pour déterminer la vitesse instantanée? Je veux calculer f de t moins f de t0. La variation lorsque de position f de t moins f de t0 divisé par t moins t0, comme on l'a fait dans l'exemple précédent. Mais cette fois, je peux pas considérer un t si loin de t0. Non, j'ai besoin de la vitesse instantanée à l'instant t0, donc je dois considérer un t si proche de t0. Et on a bien compris, lorsque je parle de t assez proche de t0, j'écris la limite quand t tend vers t0 de cette expression. F de t moins f de t0 sur t moins t0. La limite, lorsque cette limite existe, c'est-à-dire existe, donne un réel, c'est-à-dire la limite à droite égale la limite à gauche, je dis que c'est la dérivée de la fonction f et je note ça f' de t0. Donc, c'est quoi la dérivée d'une fonction f? La dérivée d'une fonction f en un point t0, c'est f de t moins f de t0 divisé par t moins t0, c'est-à-dire c'est la variation de la fonction f divisé par la variation de t. Comme on a parlé avec l'exemple précédent, la variation de f lorsque f c'est la position, la fonction position, variation de position divisée par variation du temps, ça donne la vitesse par exemple. Donc de la même façon, ici je peux voir si j'ai une courbe que fait comme ça, ici la variation est lente, la vitesse n'est pas assez importante. Ici, la variation est plus importante. Là, la variation est très, très importante. Donc, même si on veut calculer la dérivée, en ce point, on va trouver un réel très important, plus grand que ce réel-là, plus grand que ce réel. Donc, la dérivée d'une fonction, c'est quoi par définition? C'est variation de f divisée par la variation de t. Par exemple, si je considère la fonction f de x égale à x carré, si je considère cette fonction et je cherche sa dérivée, f de x égale x carré. Vous voyez la courbe ici? Voilà, la fonction f de x égale x carré. Et je cherche sa dérivée. Donc, sa dérivée, par exemple, lorsque x tend vers un point A. Un point A quelconque dans R. Je cherche la limite quand x tend vers A de quoi? Variation de f, c'est-à-dire f de x moins f de A, divisé par variation de x, x moins a. Donc, x moins a
et f de x moins f de a dans le numérateur. Et je cherche la limite. Ça, c'est la dérivée. Si la limite existe, bien sûr, dès que je trouve la limite, je dis que c'est la dérivée de f au point A. Donc, on a dit f de x, dans notre cas, c'est x carré. Ça fait x carré. F de a, c'est quoi? C'est a carré, ou alors divisé par x moins a. Bon, si je passe la limite directement, donc j'ai pas trouvé encore la valeur, donc je peux pas dire que c'est la dérivée au point A. Donc, si je passe à la limite, lorsque x tend vers a, x moins a, ça tend vers 0. X tend vers a, donc x carré, ça tend vers a carré, donc a carré moins a carré, ça fait 0. Et donc, je trouve 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Et donc, je dois simplifier pour enlever l'indéterminé. Je peux remarquer que x carré moins a carré s'écrit comment? X moins a fois x plus a. Vous savez que x carré moins a carré, je peux l'écrire comme x moins a fois x plus a. Et maintenant, je peux simplifier x moins 1 par x moins 1. Je veux trouver quoi? La limite quand x tend vers a de quoi? De x plus a. Et lorsque x s'approche de a, x plus a s'approche vers quoi? Vers 2a. Et donc, voyez, j'ai trouvé f' au point a, c'est quoi? Égale 2a. J'ai trouvé la limite. Donc, lorsque f de x égale x carré, f' au point A égale 2A. Ou encore, je peux dire f' en un point x égale 2x. Bien sûr, il y en a une formulaire. Hein, je peux vous donner une formulaire qu'on peut l'appliquer directement. La dérivée d'une fonction, d'une façon générale, je peux dire directement. Donc, la dérivée d'une fonction f de x égale x carré, sa dérivée égale à quoi? F' de x égale 2 fois x. De la même façon, on peut démontrer que si f de x égale à x au cube, sa dérivée, c'est quoi? C'est 3x carré. Et donc, si f de x égale x à la puissance 4, on peut calculer sa dérivée, c'est quoi? C'est 4x au cube, et ainsi de suite. On va parler toute une formulaire pour les fonctions dérivées d'une puissance. Géométriquement, la dérivée représente quoi exactement? Encore, je rappelle ça. Si on a une courbe ayant cette forme-là, donc la dérivée en ce point, ça c'est x0, ça c'est bien sûr c'est f de x0. Donc c'est quoi la dérivée? F' de x0 représente quoi? On a dit la variation de f autour de x0, c'est-à-dire la tangente de cette droite. La pente de cette droite, tangente à la courbe. Voilà, la pente de cette droite, tangente à la courbe, représente exactement f' de x0. Donc ici, on peut voir que la pente est positive, donc certainement f' de x0 positive. Là, ici, la pente est nulle. Donc, en ce point, on peut noter ce point x1. Donc, on peut dire que ici, f' de x1 va être nul. Et là, je peux voir que les variations de f diminuent ici. Elle est décroissante. Donc, la pente, vous voyez, la pente est négative. Donc, je peux noter ce point x2. Ça, c'est f de x2. Encore, ça coïncide avec f de x0. Mais ici, la variation, elle est positive en ce point. F' est positive. Et là, la variation f' de x2 va être négative. Pourquoi? Parce que la fonction décroît ici. Donc, les variations sont négatives. Et ainsi de suite. Donc, ici, je peux voir que f' est positif puisque la pente est positive. Là aussi, c'est positif. Bon, ici, c'est très important. Donc, vous voyez, la pente est très, très, très grande là. Donc, on peut dire ici que f' en ce point-là va être importante. Voilà, géométriquement, donc la dérivée en un point, ça représente exactement la pente de la droite tangente à la courbe en ce point-là. Et donc, on peut dire que pour chaque point x réel, on a f' de x. On peut, donc, pour ce point x0, on a f' de x0. Pour ce point x1, on a f' de x1. Pour chaque point x2 ici, on a la dérivée. Donc, on peut définir la fonction f' de r vers r qui est associée à chaque point x, f' de x. Rappelons alors les propriétés des fonctions dérivables. Voilà, si je considère f et g deux fonctions dérivables sur un ensemble de départ D,
Si f dérivable, donc je veux noter f' sa dérivée, g est dérivable, je veux noter g' sa dérivée. Je suppose qu'il y a alpha, bêta, deux constantes. Alors, la dérivée de cette fonction alpha f plus bêta g, c'est alpha f' plus bêta g'. Donc, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée du produit f fois g', c'est quoi? La dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. La dérivée de rapport f sur g est donnée par cette formule, f'g moins fg' sur g carré. Et la dérivée de composé, f composé g de x, c'est g' fois f' de g de x. Ici, je rappelle les dérivées des fonctions usuelles. Vous pouvez voir ici la dérivée de la fonction ln de x, c'est la fonction 1 sur x. La dérivée de arc sin x, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. La dérivée de arc cos est donnée par cette formule. La dérivée de arc tangent. Donc, vous voyez ici cette formule-là qui donne la dérivée des fonctions usuelles. Géométriquement, quand je peux savoir qu'une fonction est dérivable ou pas en un point? Par exemple, examinons cette fonction. Voilà la courbe de cette fonction. Donc, vous pouvez remarquer que en tout point ici, je peux avoir, par exemple, si je considère ça, c'est le point x0, je peux voir la tangente à la courbe. Voilà, la tangente à la courbe. Et donc, cette fonction est dérivable. Je peux déterminer la pente qui est négative puisque la fonction décroît ici. En ce point, je peux voir la tangente à la courbe. Je peux tracer la tangente à la courbe. En ce point, alors là, est-ce que vous voyez la tangente à la courbe? Si je considère cette courbe-là, voilà sa tangente. Donc, c'est la tangente à la courbe à droite. Si je considère de d'autre côté, à gauche, donc ici, cette courbe-là, la tangente à la courbe est donnée par cette droite. Et donc, ici, je peux trouver une pente à droite et une autre pente à gauche. Donc, je peux dire que ce point est un point angulaire et donc c'est pas dérivable la fonction en ce point-là. Même chose pour ce point-là. Vous pouvez voir que ce point-là est un point angulaire. Je peux pas voir une tangente à la courbe en ce point-là. Je peux parler de la tangente à la courbe à droite, la tangente à la courbe à gauche, mais il n'y a pas la tangente à la courbe en ce point. Et donc, ce point est un point angulaire ou encore je peux dire que la fonction n'est pas dérivable en ce point. Donc, finalement, pour cette fonction-là, je peux dire qu'elle est dérivable partout sauf en deux points qui sont ce point-là et celui-là. Un autre exemple, comment je peux voir la fonction, elle est dérivable ou pas en un point. Voilà cette fonction, par exemple. Voilà, sa courbe est donnée en bleu dans ce graphe-là. On peut voir qu'en tout point, la fonction est dérivable. En tout point, je peux voir la tangente à la courbe. En tout point, j'ai la tangente à la courbe, sauf en ce point-là. Je peux voir que ce point est un point angulaire. Angulaire, c'est-à-dire quoi? Il y a une tangente à droite et une autre différente à gauche. Et donc, pour cette courbe-là, ou bien cette fonction-là, elle est dérivable en tout point, sauf quel point? Sauf au point 0. F n'est pas dérivable. Passons maintenant à la dernière partie de ce cours, donc les fonctions usuelles. Je rappelle les fonctions usuelles. Euh, les fonctions trigonométriques, on a parlé des fonctions cosinus et sinus. Ils sont contenus, donc il faut mettre dans la tête que la fonction cosinus et sinus sont des fonctions continues et dérivables. Pourquoi? Bon, voyons la courbe de la fonction cosinus et la courbe de la fonction sinus. Ça, c'est en bleu, ça, c'est la fonction cosinus. Vous voyez, il n'y a pas de point de discontinuité. La fonction, elle est toujours continue sur R. Et aussi, il n'y a pas des points angulaires. Donc, la courbe, elle est lisse, on peut dire. Et donc, la fonction cosinus, elle est dérivable sur tout R. Qui est en vert maintenant, c'est la fonction sinus. Encore la fonction sinus, je peux remarquer que la courbe est continue. Il n'y a pas des points de discontinuité. Et il n'y a pas encore des points angulaires. La courbe, elle est assez lisse. Donc, en chaque point, on peut voir la tangente à la courbe. Et donc, la fonction sinus et la fonction cosinus sont dérivables. Quelles sont leurs dérivées maintenant? Voilà, pour la fonction cosinus. Allez, on a dit, elle est bien définie de R var R. Elle est continue, dérivable. Sa dérivée, maintenant, je peux vous donner la dérivée de la fonction cosinus. Bon, une méthode pour retenir la dérivée de la fonction cos et la fonction sin, ça c'est cos, ça c'est moins sin.
Ça, c'est moins cos et là, c'est sinus. Et donc, pour chercher la dérivée, on fait un quart de tour dans ce sens-là. Voilà, un quart de tour dans ce sens-là. Et donc, vous pouvez voir, la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus. Et la dérivée de sinus égale à quoi? Sinus prime, c'est la fonction cosinus. Donc, les deux fonctions, cosinus et sinus, sont deux fonctions continues et dérivables sur tout art et leur dérivée cosinus prime égale moins sin, sinus prime égale cosinus. Ça, c'est pour les fonctions trigonométriques. Passons maintenant au deuxième type de fonctions usuelles, les fonctions puissance. C'est-à-dire quoi les fonctions puissance? Les fonctions de ce type. Voilà. Les fonctions définies de R var R, qui associent à chaque x à la puissance quelque chose, x au carré, ou bien x à la puissance 3, ou bien encore la variable x à la puissance 1 demi, c'est-à-dire racine de x. Encore la fonction qui est associée à chaque x à la puissance 4 cinquième. C'est-à-dire quoi x à la puissance 4 cinquième? C'est-à-dire x racine de x ici, cinquième. Donc, il faut que x soit positif pour appliquer la racine, le tout à la puissance 4, ainsi de suite. Donc, d'une façon générale, les fonctions puissance sont de type x à la puissance alpha. Bien sûr, la plupart, on parle de fonctions positives, x à la puissance alpha, parce que alpha peut être un demi, et dans ce cas, je parle de racine de x. Donc, il faut que le x soit positif. Donc, les fonctions puissance sont continues et dérivables sur 0 plus l'infini d'une façon générale. Et la dérivée f' de x égale à quoi? Lorsque j'ai x à la puissance alpha, à quoi égale sa dérivée? C'est notre variable. Alpha, c'est 2, 3, 1 demi, c'est une constante. Donc, c'est quoi la dérivée? C'est alpha. Donc, ça, c'est la puissance alpha, x à la puissance alpha moins 1. Donc, juste sur un exemple maintenant. La dérivée de x au carré, c'est quoi? C'est 2 fois x. Donc, 2, la puissance, fois x à la puissance 2 moins 20. 2 moins 20, ça fait 1. Donc, ça fait 2x. Encore un exemple. X à la puissance 3 demi. Prime, ça fait combien? Donc, la puissance ici, c'est 3 demi fois x à la puissance combien? 3 demi moins 1. Mais 3 demi moins 1, on peut calculer ça. 3 demi moins 1, c'est 2 sur 2. J'ai réduit juste le même au même dénominateur. Et donc, 3 demi moins 2 sur 2, ça fait 1 demi. Et donc, c'est 3 demi racine de x. Donc, la dérivée de x à la puissance 3 demi, c'est 3 demi racine de x. Encore, la dérivée de x à la puissance 4, c'est simple. 4 fois x à la puissance 3. La dérivée de x à la puissance 5, c'est simple. Encore 5 fois x à la puissance 4, ainsi de suite. Donc, la dérivée de x à la puissance alpha d'une façon générale, c'est alpha x à la puissance alpha moins 1. Et on appelle ces types de fonctions les fonctions puissance. Il faut faire attention, il se peut que la fonction alpha, la constante alpha soit négative. Par exemple, je peux parler de la dérivée de 1 sur x au carré. 1 sur x au carré, je peux écrire ça comme x à la puissance moins 2. Et donc, elle est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Et sa dérivée égale à quoi? Donc, je fais comme ça. La puissance alpha qui est moins 2 fois x à la puissance moins 2 moins 1. Donc, toujours alpha moins 1. Donc, ça fait moins 2, x à la puissance moins 3. Et x à la puissance 3, c'est quoi? C'est l'inverse de x au cube. Voilà, j'ai trouvé la dérivée. Donc, cette formule est applicable si on a une fonction de r plus étoile var r plus étoile qui est associée à chaque x alpha, elle est dérivable et f' c'est quoi? Alpha x alpha moins 1. Voilà pour les fonctions puissance. Avant de parler des fonctions exponentielles, on va parler tout d'abord de fonctions logarithmes. Donc, la fonction logarithme, et je commence par la fonction logarithme népérien. Voilà, une fonction ln de r plus étoile
c'est-à-dire 0 ouvert plus l'infini, à valeur réelle, qui est associée à chaque x, ln de x. Donc, la définition de fonction logarithme népérien, c'est une fonction continue dérivable telle que sa dérivée est égale à 1 sur i. On peut diviser par x parce qu'on a pris déjà x entre 0 plus l'infini, donc strictement supérieur à 0. Donc voilà la dérivée de ln de x, logarithme népérien, sa dérivée égale à 1 sur x. Voyons, on va chercher le graphe de cette fonction. Donc on va écrire ici ln de x et on va voir le graphe de cette fonction. Voilà, donc j'ajoute la fonction ln de x. Voilà la courbe qui est en rouge. J'espère que vous voyez. Donc, je vais effacer la courbe de cosinus et celle de sinus. Je veux juste voir la courbe de la fonction ln. Voyons la courbe de la fonction ln de x. Donc, vous voyez ici, n'est pas définie sur moins l'infini 0. On peut voir que les valeurs à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, voilà la courbe. La fonction, elle est comment? Elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante, elle croît comme ça, voilà. Et donc, elle est bijective. De quoi? Elle réalise une bijection de 0 plus l'infini vers plus tard. Donc, je peux dire, je reviens juste ici pour vous dire quelques remarques. Donc, ln ici est bijective. Cette fonction logarithme népérien est bijective. Pourquoi? Sa dérivée est strictement positive. Et donc, les variations, la fonction, elle est comment? Elle est strictement croissante. Donc, ces variations, elle est strictement croissante. Et donc, puisqu'elle est strictement monotone, elle réalise une bijection. Voilà. Donc, sa dérivée égale à 1 sur x. On peut voir, même d'après le graphe, que cette fonction, elle est contenue de 0 jusqu'à plus l'infini. Il n'y a pas des points, des discontinuités ici. Elle est toujours contenue. Et la courbe, il n'y a pas de point angulaire. La courbe, elle est lisse, donc elle est dérivable en tout point. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour la fonction ln de x. Elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini, dérivable, et sa dérivée égale 1 sur x. L'une des propriétés très très importantes pour la fonction logarithme népérien est la suivante. Ln du produit a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc, la première propriété, ln de produit, c'est la somme. C'est-à-dire ln de 6, par exemple, c'est ln de 2 plus ln de 3. Pourquoi? Parce que 6, je peux l'écrire, c'est 2 fois 3. Ln de 8, c'est combien? Ln de 4 plus ln de 2. Donc, la première propriété pour la fonction logarithme népérien, ln de produit, c'est la somme des ln. Deuxième propriété, ln de 1 égale à 0. On peut remarquer ça même par le graphe de la fonction ln. Revenons au graphe. Voilà ici, vous pouvez voir que ln au point 1 ici, à quoi est égal? Ça passe par l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'image de 1 égale 0. Donc, on va écrire ça. On a dit ln de 1 égale 0. Deuxième propriété, ln de 1 sur x. Bien sûr, je parle ici x en réel, strictement positif, donc R plus étoile. Ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Ln de 1 demi, par exemple, c'est moins ln de 2. Ln de 1 tiers, c'est moins ln de 3. Donc ça, c'est la troisième propriété. Quatrième propriété, ou bien une conséquence de ça, si alors j'ai une division ln de a sur b, je peux voir ça, c'est ln de a fois 1 sur b. Et d'après la première propriété, ln de produit, c'est ln de a plus ln de 1 sur b. Mais ln de 1 sur b, d'après la propriété 3, c'est moins ln de b. Donc, je peux dire ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, par exemple, ln de 4 au cinquième, c'est quoi? C'est ln de 4 moins ln de 5. Ln de 1 demi, bon, on a dit ça, de 2 tiers, par exemple, c'est ln de 2 moins ln de 3.
Voilà, donc ln de 1 sur x égale à moins ln de x. Une autre propriété très importante pour la fonction logarithme népérien est la suivante. Donc, ln de a à la puissance alpha, bien ln de x à la puissance alpha, c'est quoi? C'est alpha ln de a. C'est-à-dire, ln de 2 à la puissance 3, c'est quoi? La puissance ici. Donc, 3 ln de 2. ln de 4 à la puissance 10, c'est quoi? C'est 10 ln de 4. Donc, d'une façon générale, ln de x à la puissance y, ici, c'est quoi? La puissance qui est y fois ln de y. Donc, on utilise souvent cette propriété. Ln de a à la puissance alpha, c'est alpha, la puissance, fois ln de a. Il y en a des autres fonctions logarithmiques. Je peux parler par exemple de logarithme dans la base 10. C'est quoi log dans la base 10? On peut soit noter comme ça, log tout simplement, log de x ou bien log d'un réel, ou bien je précise log 10 pour dire le logarithme dans la base 10. Par définition, c'est quoi? Bon, la définition mathématique, c'est ln de x sur ln de 10. Donc, par exemple, log de 10 à quoi égal? J'applique ln de 10 divisé par ln de 10. Je remplace le x ici par 10. Je veux trouver 1. Donc, logarithme dans la base 10 de 10 égale à 1. Examinons logarithme de 100. Quoi égal? Dans la base 10 toujours. Donc, par définition, c'est ln de 100 divisé par ln de 10. Mais je peux écrire 100 comment? C'est 10 au carré. Mais puisque ln de x à la puissance y, on a dit c'est quoi l'une de propriété? C'est 2 fois ln de 10 sur ln de 10. Et donc, je simplifie, je trouve 2. Donc, vous voyez, ln, on a calculé log, dans la base 10 toujours, de 10 égale à 1, log de 100 égale à 2. À votre avis, log de 1000 dans la base 10, ça vaut combien? N'oubliez pas que 1000, je peux l'écrire sur 10 à la puissance 3. Donc, c'est ln de 10 à la puissance 3 divisé par ln de 10. J'applique la formule x à la puissance y, donc ln de x à la puissance y, c'est 3, la puissance ln de 10 divisé par ln de 10. Et je simplifie, je trouve 3. Donc, on peut remarquer que log de 10, donc log dans la base 10, de n'importe quel x qui s'écrit sous la forme 10 à la puissance alpha, c'est quoi? Log dans la base 10 de 10 à la puissance alpha, c'est quoi? On a dit c'est ln de 10 alpha divisé par ln de 10. Et donc, ça fait combien? Ça donne exactement alpha ln de 10 divisé par ln de 10. Je simplifie, je trouve alpha. Donc, la fonction logarithme, elle fait quoi exactement dans la base 10? Donc, logarithme dans la base 10 d'un réel x cherche comment s'écrit x sous la forme 10 à la puissance combien? Donc, on cherche par exemple log 10 de 100, on a dit c'est égal à 2. Pourquoi? Parce que le 100 là s'écrit comme 10 au carré. Donc, log dans la base 10 de 1000, on a dit c'est 3. Pourquoi? Parce que 10, le 1000 s'écrit comme 10 à la puissance 3. Donc voilà, log dans la base 10 d'un réel x cherche la puissance. Donc x s'écrit comme 10 à la puissance combien? C'est ça la définition de logarithme dans la base 10. De la même façon, on peut définir logarithme dans la base 2. Utilisé beaucoup en informatique, c'est quoi? Donc d'un réel x, bon, la définition elle est toujours ln de x divisé par ln de 2. Mais regardez, si je cherche alors log dans la base 2 de 2 égale à quoi? Ça fait, je remplace le x par 2 et je trouve 1. Donc, log dans la base 2 de 2 égale à 1. Si je cherche maintenant log dans la base 2 de 4, c'est ln de 4 divisé par ln de 2. Mais le 4, comment je peux l'écrire? Ln de 2 au carré sur ln de 2. Donc, c'est 2 à la puissance 2. D'après la définition, je peux écrire c'est 2 ln de 2 divisé par ln de 2 et je simplifie, je trouve 2. Donc, log dans la base 2 de 4
égale à 2. À quoi est égal log dans la base 2 de 8? Encore c'est simple, je peux remarquer que 8 s'écrit comme 2 à la puissance 3. Et donc, puisque je cherche log dans la base 2, la puissance alors c'est égal à 3. Donc, log dans la base 2 de 16, par exemple, j'essaie d'écrire 16 sous la forme 2 à la puissance quelque chose. Donc 16 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 2 fois la puissance 4. Et donc dans la base de 2 à la puissance 4, log dans la base de 2 à la puissance 4 est égal à 4. Donc je généralise alors log dans une base A d'un réel x, c'est d'une façon générale ln de x sur ln de a. Mais encore signifie quoi? C'est-à-dire, je dois écrire le x sous la forme a à la puissance alpha, et dans ce cas, logarithme dans la base a de a à la puissance alpha, c'est égal à alpha. Voilà la définition de logarithme. Et il faut toujours mettre dans la tête que dans n'importe quelle base, log de produit, toujours x fois y, c'est log de x fois log de y. Donc, c'est la première propriété vérifiée pour logarithme népérien, restera vrai pour les autres logarithmes. Log de 1 sur x égale toujours moins log de x dans n'importe quelle base. Log de x à la puissance y, c'est y. Log de x aussi pour n'importe quelle base. Passons maintenant aux fonctions exponentielles. Les fonctions exponentielles sont exactement les fonctions réciproques de fonctions logarithmes. Je donne un exemple. Par exemple, on a dit que la fonction logarithme népérien de 0 à l'infini vers R est bijective. Elle réalise une bijection. Et donc, on note, donc, puisqu'elle est bijective, donc 1 appartient à R. Et donc 1 appartient à R. Puisqu'elle est bijective, donc il existe un antécédent dans 0 à l'infini, il existe un réel dans 0 à l'infini, qui vérifie quoi? Ln de ce réel égale à 1. Et on va noter ce réel E. Voilà, on va noter ce réel E. Donc, la définition maintenant de exponentielle, c'est l'application de R vers 0 à l'infini, qui associe à chaque réel E à la puissance x, exponentielle x. Donc ça, c'est la fonction exponentielle x. Mais il faut faire attention, on a encore des autres fonctions exponentielles. Par exemple, lorsque je parle de la fonction qui est associée à chaque x, 2 à la puissance x. C'est la fonction exponentielle dans la base 2. 2 à la puissance x. C'est pas comme la fonction puissance x au carré. Ici, je parle de puissance de x. Là, c'est exponentielle x. 2 à la puissance x. Ça, c'est l'exponentielle à la base 2. Exponentielle à la base 3, c'est par exemple la fonction 3 à la puissance x. Il faut faire attention, c'est différent de la fonction x au cube. La fonction exponentielle dans la base 4, c'est 4 à la puissance x. Et ainsi de suite. Donc, la fonction exponentielle dans la base a d'une façon générale d'un point x, c'est a à la puissance x. La variable est dans la puissance. C'est pas comme x à la puissance a. Ça, c'est une puissance, fonction puissance de x, et ça, c'est exponentielle de x. Donc, ça, c'est exponentielle x dans la base E. E, c'est un réel. On peut voir exactement à quoi est égal E d'après le calcul. Passons maintenant aux propriétés de la fonction exponentielle. Donc, la première propriété, exponentielle 0 égale à 1. Et ça, dans n'importe quelle base. C'est-à-dire, 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. 3 à la puissance 0 est égal à 1. A à la puissance 0 égale à 1, quel que soit A strictement positif. Donc, 1 réel à la puissance 0 égale à 1. E à la puissance 0 égale à 1. Deuxième propriété exponentielle de A plus B. On peut écrire ça expo A plus B est égal à quoi? Fois expo A fois expo B. Donc, c'est la réciproque de la fonction logarithme. On sait que logarithme de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Donc, pour la fonction exponentielle, c'est la réciproque. Exponentielle de la somme, c'est expo de A fois expo de B. Donc, il faut faire attention à la différence entre les propriétés de la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Log de produit, c'est la somme de log.
Expo de la somme, c'est produit des exponentielles. Donc, la troisième propriété exponentielle moins a, c'est quoi? C'est 1 sur expo a. Je rappelle la propriété pour la fonction logarithme. ln de l'inverse de a égale moins ln de a. Pour la fonction exponentielle, c'est autrement expo moins a égale 1 sur expo a. Faut faire attention. Voilà donc pour les propriétés de la fonction exponentielle. Bien sûr, ça restera vrai pour les autres bases, c'est-à-dire 3 à la puissance a plus b, c'est encore 3a fois 3b. 3 à la puissance moins a, c'est égal 1 sur 3a. Donc, les propriétés de l'exponentielle restent vraies pour n'importe quelle base. Voilà, c'est tout pour cette séance. On a parlé des fonctions trigonométriques, les fonctions puissance, les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques. Donc, il nous reste juste la fonction partie entière. Je vous demande de faire ça comme un petit exercice à la maison. Essayez de chercher, de faire vos recherches sur Internet. La définition d'une partie entière, donc ça sera comme un exercice à la maison. La définition, le domaine de définition de cette fonction partie entière, est-elle contenue et est-elle une fonction dérivable? Voilà. On se voit lundi, Inch'Allah. À la prochaine.